Tu as une décision à prendre. Peut-être une grande. Peut-être une que tu repousses depuis des semaines. Tu as fait des listes. Tu as pesé le pour et le contre. Tu as demandé des avis. Tu as imaginé les scénarios. Tu as relu tes notes. Et tu n'as toujours pas décidé. Parce que tu cherches quelque chose. Quelque chose de précis. La certitude que tu fais le bon choix. La garantie que tu ne regretteras pas. La preuve que cette décision est la meilleure possible. Cette certitude n'existe pas. Il n'existe pas de bonne décision objective que tu pourrais trouver si tu réfléchissais assez longtemps. Il n'existe pas d'algorithme parfait qui te dirait avec certitude quelle voie choisir. Et attendre cette certitude, c'est la décision la plus coûteuse que tu puisses prendre. Parce que l'inaction est aussi une décision. Et c'est souvent la pire. Mais voilà ce que j'ai appris, ce que la recherche en psychologie confirme avec une clarté remarquable. Les meilleurs décideurs du monde ne sont pas ceux qui font les meilleurs choix. Ce sont ceux qui ont compris quelque chose de fondamental sur la nature du choix elle-même. Et aujourd'hui, je vais tout te montrer. On nous a appris à penser les décisions comme des problèmes mathématiques. Il y a une bonne réponse quelque part. Il faut juste trouver la bonne méthode pour l'atteindre. Peser les options. Calculer les probabilités. Optimiser le résultat. Cette vision est fausse pour une raison simple et implacable. Les décisions importantes de ta vie ne se prennent pas dans des conditions de certitude. Elles se prennent dans des conditions d'incertitude radicale. Sur toi-même, sur les autres, sur le futur, sur ce que tu voudras dans 10 ans. Le philosophe danois Søren Kierkegaard a formulé ça avec une précision qui me hante depuis que je l'ai lu. Il disait « La vie ne peut être comprise qu'en regardant en arrière. Mais elle doit être vécue en regardant en avant. Tu ne sauras jamais si ta décision était la bonne avant de l'avoir prise et d'avoir vécu avec. La compréhension arrive après, jamais avant. Chercher la bonne décision avant de décider, c'est chercher la compréhension avant l'expérience. C'est impossible. Et cette impossibilité, cette incertitude fondamentale, n'est pas un défaut du processus de décision. C'est sa condition normale. Toujours, pour tout le monde, même les meilleurs décideurs du monde. Barry Schwartz, psychologue à l'université de Swarthmore, a étudié pendant des années ce qu'il appelle le paradoxe du choix. Sa découverte centrale, dans les sociétés modernes, l'explosion du nombre d'options disponibles n'a pas rendu les gens plus heureux. Elle les a rendus plus anxieux, plus indécis et, paradoxalement, plus insatisfaits de leurs choix, même quand ces choix sont objectivement bons. Pourquoi ? Parce que plus il y a d'options, plus il est facile d'imaginer que l'option non choisie aurait été meilleure. Et cette imagination du chemin non pris, ce que les psychologues appellent le regret contrefactuel, ronge la satisfaction de ce qu'on a choisi. La solution n'est pas de choisir au hasard. La solution est de changer radicalement la question qu'on se pose face à une décision. Non plus, quelle est la meilleure option? Mais, comment est-ce que je vais rendre cette option la meilleure? La bonne décision n'est pas celle que tu trouves. C'est celle que tu construis après l'avoir prise. En 1994, Jeff Bezos travaillait pour un fonds d'investissement à Wall Street. Il avait une carrière solide, bien payée, sécurisée, et il avait une idée, celle de créer une librairie en ligne sur un Internet naissant que personne ne comprenait encore vraiment. Son employeur lui a dit non. Ses collègues lui ont dit que c'était risqué. Sa raison lui disait peut-être la même chose. Et pour prendre sa décision, il a utilisé une méthode qu'il appelle depuis le regret Minimization Framework, le cadre de minimisation du regret. La voici exactement. Il s'est projeté mentalement à l'âge de 80 ans, assis dans un rocking chair, regardant sa vie derrière lui. Et il s'est posé une seule question. Est-ce que je regretterais de ne pas avoir essayé? La réponse était oui. Évidente. Irréfutable. Peu importe si ça marchait ou si ça échouait.
Ne pas avoir essayé était la seule chose dont il était certain de se souvenir avec amertume à 80 ans. Il a quitté son emploi. Il a fondé Amazon dans un garage. Le reste appartient à l'histoire. Mais ce qui rend cette méthode vraiment puissante, ce n'est pas l'anecdote de Bezos. C'est ce qu'elle révèle sur la psychologie du regret. Quelque chose que la recherche a confirmé de façon remarquable. Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie et père de la psychologie comportementale moderne, a étudié le regret pendant des décennies. Sa conclusion, à court terme, on regrette surtout ce qu'on a fait. À long terme, on regrette presque exclusivement ce qu'on n'a pas fait. C'est l'asymétrie fondamentale du regret. Les regrets d'action. J'aurais mieux fait de ne pas dire ça, de ne pas partir, de ne pas essayer, s'estompent avec le temps. On s'adapte. On trouve du sens dans l'échec. On apprend. Les regrets d'inaction. J'aurais dû essayer, j'aurais dû partir, j'aurais dû dire ce que je pensais. Eux, ils grossissent. Parce qu'on ne peut jamais savoir ce qui aurait pu être. Et l'imagination du possible est souvent plus douloureuse que la réalité de l'échec. Une étude menée par les psychologues Thomas Gilovich et Victoria Medvec a demandé à des centaines de personnes âgées de lister leurs plus grands regrets de vie. Résultat écrasant, les regrets d'inaction représentaient plus de 75% des réponses. Les choses non faites, non dites, non tentées, les risques non pris, les conversations évitées, les chemins non empruntés. Très peu de personnes âgées regrettèrent d'avoir essayé quelque chose qui avait échoué. Presque toutes regrettaient de ne pas avoir essayé du tout. Ce n'est pas un argument pour prendre des décisions impulsives ou irresponsables. C'est un argument pour prendre au sérieux le coût de l'inaction. Ce coût invisible, différé, qui ne se manifeste qu'à long terme, mais qui est souvent le plus douloureux de tous. Voici comment décider concrètement. 4 étapes. Un protocole que tu peux appliquer à n'importe quelle décision importante. Professionnelle, relationnelle, personnelle. Première étape. Le test du moi à 80 ans. Face à une décision difficile, projette-toi mentalement à 80 ans. Pas pour imaginer le meilleur scénario ou le pire. Juste pour te poser cette question. Est-ce que je regretterais de ne pas avoir essayé ? Si la réponse est oui, c'est un signal fort. Pas une certitude que tu réussiras. Pas une garantie que ce sera facile. Mais un signal que le coût de l'inaction dépasse probablement le coût de l'action, même imparfaite. Et si la réponse est non, si tu imagines ton moi à 80 ans regarder cette décision non prise avec sérénité, alors peut-être que cette décision n'est pas aussi urgente ou importante que tu le croyais. Peut-être que ta résistance est de la sagesse, pas de la peur. Deuxième étape. Distinguer la décision réversible de la décision irréversible. Jeff Bezos parle de décisions de type 1 et de décisions de type 2. Les décisions de type 1 sont irréversibles ou très difficiles à défaire, changer de pays, avoir un enfant, fermer une entreprise. Les décisions de type 2 sont réversibles. Tester une nouvelle approche, essayer un projet, initier une conversation. La plupart des gens appliquent le même niveau de prudence et d'analyse aux deux types. C'est une erreur massive. Les décisions réversibles méritent d'être prises rapidement, testées et ajustées en fonction des résultats. La prudence excessive sur les décisions réversibles est l'une des formes les plus répandues et les plus coûteuses de procrastination déguisée. Troisième étape, le cadre des critères non négociables. Définis, avant d'analyser les options, tes critères non négociables. Les 2 ou 3 choses sans lesquelles tu ne peux pas accepter une option, quelles que soient ses autres qualités. Pas 10 critères. 2 ou 3 maximum. Tout ce qui respecte ces critères est acceptable. Tout ce qui ne les respecte pas est éliminé, peu importe ses autres avantages. Cette approche réduit drastiquement l'espace de décision. Et une fois les critères non négociables respectés, fais confiance à ton intuition.
Elle intègre des données que ton cerveau conscient n'arrive pas à verbaliser. Des années d'expérience, des patterns reconnus inconsciemment, des signaux corporels. Lui faire confiance dans cet espace restreint est souvent plus sage que de continuer à analyser. 4e étape, décider et s'engager pleinement. C'est l'étape que tout le monde escamote. On décide à moitié. On garde un pied dans la porte. On maintient des options ouvertes au cas où. Et cette demi-décision produit exactement le résultat qu'on craignait. Une demi-vie dans le choix fait, l'esprit encore tourné vers ce qu'on n'a pas pris. La recherche en psychologie de l'engagement montre quelque chose de remarquable. Les personnes qui s'engagent pleinement dans leurs décisions, qui ferment les portes derrière elles, sont significativement plus satisfaites de leur choix que celles qui gardent des options ouvertes. Pas parce qu'elles ont fait de meilleurs choix, mais parce que l'engagement total active un processus psychologique puissant. Le cerveau, une fois qu'il ne peut plus revenir en arrière, commence à trouver et à créer les raisons pour lesquelles ce choix était le bon. La bonne décision n'est pas celle que tu trouves. C'est celle que tu construis après l'avoir prise. Et tu ne peux construire que si tu t'es vraiment engagé. Je veux te dire quelque chose sur les décisions que les livres de développement personnel ne disent presque jamais. Chaque décision importante que tu prends est un acte de définition de soi. Pas seulement un choix entre deux options. Une déclaration sur qui tu es, sur ce qui compte pour toi, sur ce que tu refuses de sacrifier, sur la direction vers laquelle tu veux que ta vie aille. Kierkegaard disait « Choisir, c'est se choisir soi-même ». Quand tu choisis un travail, tu ne choisis pas juste une activité. Tu choisis une façon d'être dans le monde. Quand tu choisis de rester dans une relation ou de la quitter, tu ne choisis pas juste une situation. Tu choisis une version de toi-même. Quand tu choisis de rester dans ta zone de confort ou d'en sortir, tu te choisis toi. Et cette perspective change tout. Parce qu'elle sort la décision du domaine de l'optimisation, trouver la meilleure option, pour la placer dans le domaine de l'identité. Rester fidèle à qui tu veux être. Quand tu es perdu face à une décision difficile, quand les pour et les contre s'équilibrent et que l'analyse ne t'aide plus, pose-toi cette question. Quelle décision prendrait la personne que je veux devenir? Quelle option est cohérente avec l'identité que je construis? Souvent, cette question tranche là où toutes les autres analyses avaient échoué. Pas parce qu'elle donne la certitude, mais parce qu'elle aligne la décision avec quelque chose de plus profond que le calcul rationnel, avec qui tu es en train de devenir. La révélation finale. Et celle-là va peut-être changer définitivement ta relation aux décisions. Voici l'erreur que presque tout le monde fait. L'erreur que j'ai faite pendant des années. L'erreur que j'observe chez la plupart des gens qui se disent mauvais décideurs. Ils évaluent leurs décisions en fonction de leurs résultats. Si la décision a bien tourné, c'était une bonne décision. Si elle a mal tourné, c'était une mauvaise décision. Simple, logique et entièrement faux. Les chercheurs en théorie de la décision appellent ça le resulting, juger la qualité d'une décision par son résultat plutôt que par le processus qui a mené à cette décision. Et c'est une erreur fondamentale, parce que les résultats dépendent d'une infinité de facteurs que tu ne contrôles pas, la chance, le timing, les actions des autres, des événements imprévus. Une bonne décision peut produire un mauvais résultat. Une mauvaise décision peut produire un bon résultat. Ça arrive tout le temps. Annie Duke, ancienne championne de poker et auteure de Thinking in Bets, l'explique ainsi: les meilleurs joueurs de poker prennent parfois des mains avec les meilleures probabilités et perdent quand même. Les mauvais joueurs gagnent parfois avec les pires mains. Ce n'est pas ça qui distingue les uns des autres. Ce qui les distingue, c'est la qualité du raisonnement qui a mené à la décision, indépendamment de ce qui s'est passé ensuite. Une bonne décision est celle que tu aurais prise à nouveau avec les mêmes informations disponibles au même moment. Pas celle dont le résultat est positif. La qualité d'une décision se juge au processus, à la clarté de tes critères, à l'honnêteté de ton analyse, à la cohérence avec tes valeurs, pas à ce qui arrive après. Et cette distinction libère quelque chose d'immense.
Elle te permet de prendre des décisions difficiles sans te paralyser à l'idée de te tromper. Parce que te tromper sur le résultat n'est pas la même chose que prendre une mauvaise décision. Tu peux avoir parfaitement bien décidé et que ça se passe mal quand même. Ce n'est pas un échec de ton jugement, c'est de l'incertitude. La condition normale de toute décision importante. Alors voilà ce que je te demande ce soir. Il y a une décision que tu repousses, peut-être depuis longtemps. Applique le test du moi à 80 ans. Vérifie si c'est réversible. Définis tes critères non négociables et demande-toi quelle décision prendrait la personne que tu veux devenir. Puis décide et engage-toi pleinement, sans regarder en arrière. Dans les commentaires, dis-moi, quelle est la décision que tu repousses en ce moment? Juste la nommer. Parce que nommer ce qu'on évite de décider, c'est déjà commencer à le décider. La prochaine vidéo traite du sujet que ton audience attend peut-être depuis le début de cette série, comment construire une confiance en soi indestructible. Pas la confiance qui dépend des résultats ou du regard des autres. La confiance qui tient même quand tout s'effondre. Abonne-toi, prends soin de toi et décide, imparfaitement, courageusement, maintenant.